Voici un an, jour pour jour, que j'ai pris mes fonctions de premier président de la Cour des comptes, donc de président du Haut Conseil des finances publiques. Et en juin dernier, 2020, je renouais ainsi avec une institution que j'avais portée sur les fonds baptismaux en 2012, lorsque j'étais ministre des Finances moi-même, à un moment où la révision de la gouvernance économique et financière était devenue nécessaire dans le sillage de la double crise économique de 2008 et des dettes publiques souveraines de 2010-2011. La crise économique et sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an, de nature très différente, appelle à un nouvel ajustement des finances publiques, de ce cadre des finances publiques, j'y reviendrai tout à l'heure. Au cours de l'année dernière, le Conseil a rendu 7 avis, une activité inhabituellement soutenue qui reflète le caractère absolument inédit de la crise et donc des réponses qui lui ont été apportées. De ces différents avis, il découle 2 principaux constats que je vous ai présentés au fil des mois. Le premier, je le redis, c'est celui de l'obsolescence des lois de programmation de finances publiques adoptées en janvier 2018, qui résulte à la fois du choc économique et de la hausse des dépenses publiques. Et le second, c'est celui du caractère absolument fondamental de la soutenabilité de nos finances publiques, à commencer par l'endettement public. Après le bond de près de 20 points de PIB que nous connaîtrons entre l'avant et l'après-crise, il conviendra de maîtriser le niveau de la dette publique pour le faire refluer à moyen terme. C'est une conclusion, je crois, robuste sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. L'avis du Haut Conseil sur le premier projet de loi de finances rectificative de 2021 renforce la portée de ces 2 constats, qui d'ailleurs se font écho, et qui appellent ensemble à la définition, le moment venu, d'une nouvelle stratégie d'action et de finances publiques qui prendra la forme, le moment venu, d'une nouvelle loi de programmation, sans doute, on peut l'imaginer, à l'aube d'un nouveau quinquennat et d'un nouveau mandat législatif. À cet égard, j'aurai le plaisir de revenir prochainement devant vous en tant que Premier président cette fois, pour vous exposer un ensemble de recommandations que la Cour formule pour guider l'élaboration de cette stratégie, que nous développerons à la fois dans le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques et dans un audit extrêmement large que le Premier ministre nous a demandé et que j'aurai l'occasion de lui remettre dans les jours ou semaines qui viennent. S'agissant du présent avis, je vous indiquerai dans un premier temps l'analyse que le Conseil porte sur les prévisions économiques du gouvernement avant de formuler plusieurs observations sur la trajectoire de finances publiques. D'abord, le scénario macroéconomique présenté par le gouvernement dans ce collectif budgétaire confirme le rebond de l'activité économique. Après un recul de l'activité de 7,9% en 2020, le gouvernement prévoit en effet une croissance de 5% du PIB pour 2021, prévision inchangée par rapport à celle présentée en avril 2021 dans le programme de stabilité. Il y a 2 mois, le Haut Conseil avait qualifié ce scénario macroéconomique de cohérent avec le scénario sanitaire retenu d'une levée progressive à partir de mai 2021 des restrictions pesant sur les activités et les déplacements, scénario qui s'est en gros réalisé. Nous maintenons aujourd'hui cette appréciation du scénario de croissance du gouvernement que nous considérons cohérent avec les informations conjoncturelles parues depuis avril. Après une légère contraction du PIB au premier trimestre 2021, on est entre moins 0,1 et plus 0,1, disons, de stabilité, peut-être avec tendance baissière. La levée progressive des restrictions au déplacement et à l'activité en mai et juin devrait permettre un rebond très net de l'activité. Les enquêtes de conjoncture après des entreprises publiées fin mai par l'INSEE pourraient même présager une résorption des pertes d'activité un peu plus rapide, conduisant à une croissance un peu plus élevée pour l'année 2021, ce qui fait que le qualificatif que nous utilisons de réaliste est encore entaché d'un tout petit peu de prudence. Nous avons eu un débat au sein du Haut Conseil pour savoir si nous devions porter un jugement de prudence ou de réalisme. Le réalisme l'a remporté, notamment au regard des données du premier trimestre qui ont été un tout petit peu décevantes, mais la prudence reste quand même l'orientation dominante. En tout cas, nous avons retenu le qualificatif de réaliste. Bien sûr, la situation économique demeure entourée d'incertitudes importantes. La première d'entre elles étant l'évolution de la situation sanitaire, mais aussi le comportement de consommation des ménages ou encore la solvabilité des entreprises en sortie de crise qui demeurent d'importants aléas. Je le redis, au total, parce que c'est le mot essentiel, nous considérons que la prévision de croissance du gouvernement de 5% est réaliste en 2021. Au regard des dernières informations, nous estimons par ailleurs que les prévisions d'emploi et de masse salariale sont plutôt prudentes. L'inflation également pourrait se révéler un peu supérieure à la prévision du PLFR, ce qui pourrait notamment soutenir le regain des recettes publiques. J'en viens justement
maintenant aux prévisions de recettes et de dépenses du gouvernement. Depuis le PSTAB, le scénario de finances publiques a été révisé pour prendre notamment en compte le prolongement de certains dispositifs de soutien. Le niveau des dépenses publiques est ainsi revu en très forte hausse depuis la LFI, pour s'établir selon le PLFR à 60,6 points de PIB en 2021. Par rapport à 2020, les dépenses croissent de 66 milliards d'euros, soit une augmentation de 3,6%, portée avant tout par les dépenses que je qualifierais d'ordinaires, c'est-à-dire les dépenses qui ne comprennent pas les mesures de soutien de relance. Ces dépenses ordinaires augmenteraient de 41 milliards d'euros cette année. Les dépenses de soutien et de relance sont également en hausse de 25 milliards d'euros par rapport à 2020. En particulier, les crédits ouverts sur la mission plan d'urgence face à la crise sanitaire sont très nettement accrus. Ils passent de 6 milliards d'euros en loi de finances initiale à un total de 44,7 milliards d'euros à l'issue de ce PLFR. Je veux néanmoins souligner que la majeure partie de ces crédits ont été ouverts avant ce collectif budgétaire, par la voie réglementaire de report de crédits fin 2020 et début 2021. Les 9,8 milliards d'euros ouverts par le présent PLFR s'ajoutent ainsi aux 28,8 milliards d'euros de crédits reportés. En dépit d'un environnement macroéconomique meilleur qu'en 2020, le déficit public se dégraderait donc en 2021, sous l'effet notamment de ces mesures supplémentaires. Et, Monsieur le Président, le déficit en conséquence s'établira à 9,4 points de PIB en 2021, en hausse de 0,2 points par rapport à 2020. Cette prévision est entourée de deux types d'aléas qui jouent en sens inverse. Dans un sens, le déficit pourrait être amoindri par un rebond économique plus vigoureux ou bien par une moindre montée en charge du plan de relance. Dans un autre sens, le déficit pourrait être creusé par une nouvelle dégradation de la situation sanitaire ou bien par l'adoption de mesures additionnelles de soutien, le report de la dépense, de la réforme de la dépense fiscale applicable au gazole non routier annoncé par le gouvernement témoigne de cette possibilité. Par ailleurs, le scénario de finances publiques prévoit une dégradation du solde structurel de 5 points entre 2020 et 2021 pour s'établir à moins 6,3 points de PIB en 2021. C'est un mouvement très spectaculaire. Je veux toutefois dire qu'il convient de ne pas accorder trop de crédit à ces chiffres. D'abord parce qu'ils sont calculés sur le fondement de l'hypothèse de croissance potentielle de la loi de programmation de janvier 2018, qui constitue, comme je le disais en introduction, une référence très clairement dépassée. L'actualisation de l'hypothèse de croissance potentielle telle qu'elle figure dans le PSTAB conduirait ainsi à dégrader le solde structurel d'un point de PIB supplémentaire en 2021. Ensuite, parce que la méthode de comptabilisation des mesures de soutien entre 2020 et 2021 a évolué, celle-ci étant considérée pour l'année dernière comme temporaire, c'est-à-dire des one-off, tandis qu'elles apparaissent désormais dans le solde structurel, ce qui est assez logique, puisqu'un one-off, sans avoir besoin d'être un spécialiste de l'anglais, c'est quelque chose qui arrive une fois, et quand ça se reproduit deux fois, ça devient un peu structurel. Trois fois, et puis il n'y a pas de mots pour le définir, c'est toujours structurel. Donc en attendant, cette différence de comptabilisation me paraît légitime. Pour autant, l'ampleur du déficit structurel, quoi qu'il arrive, témoigne de la situation très dégradée des finances publiques de la France en 2021. Je ne sais pas faire preuve de catastrophisme que de le dire, c'est pas apporter un jugement, ça le Haut Conseil ne le fait pas. La Cour des comptes s'exprimera plus en détail sur le fond. C'est simplement constater que, et bien sûr, la crise sanitaire a entraîné des mesures qui étaient nécessaires et légitimes pour faire face à celle-ci, mais aussi à la crise économique et sociale. C'est le fameux quoi qu'il en coûte, qui ont aggravé la situation de finances publiques qui elle-même est dans une situation moins favorable que celle de nos partenaires avant 2019, même si elles étaient redressées au point que la France était sortie de la procédure de déficit excessif. Donc tout de même une situation dégradée. Avec un déficit public plus creusé en 2021 qu'en 2020, en dépit du rebond de l'activité économique, le ratio de dette publique augmenterait de 20 points de PIB entre 2019 et 2021 pour atteindre plus de 117 points de PIB, c'est 117,2. Le Conseil souligne à nouveau que cette évolution appelle la plus grande vigilance sur le chemin de résorption du déficit public et sur la soutenabilité de la trajectoire de finances publiques dans un contexte où, vous l'aurez remarqué, l'inflation semble menacée en Europe est tout de même assez présente outre-Atlantique et où le niveau des taux d'intérêt, sans atteindre des niveaux préoccupants, reste extrêmement bas, mais nous sommes sortis du territoire négatif de manière claire. J'aurai l'occasion devant vous de revenir à l'occasion des prochains rapports de la Cour pour approfondir cette réflexion et pour ouvrir des pistes. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations du Haut Conseil dans cet avis. Avant de répondre à vos questions, je souhaitais conclure en disant quelques mots
d'un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, c'est la gouvernance des finances publiques. Et vous êtes en discussion avec vos homologues de l'Assemblée nationale sur une proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, qui prévoit notamment d'adapter le mandat du Haut Conseil. Sur ce point, je veux dire que je souscris aux modifications qui sont portées par la PPLO, au mandat du Haut Conseil. On a déjà eu l'occasion d'en parler quand je suis venu présenter notre rapport sur la gouvernance. Le Haut Conseil est en réalité au service du débat démocratique. Donc il est au service du Parlement. Les questions que vous posez au président du Haut Conseil, bien souvent, je ne peux pas y répondre parce qu'elles ne sont pas dans notre mandat. Et quand je fais le constat comparatif avec d'autres pays européens, avec en réalité la quasi-totalité des pays européens, je constate que le mandat de notre Haut Conseil des finances publiques, on pourrait dire que j'en suis un peu coupable, puisque j'étais le ministre des Finances qui l'a porté au banc, mais la conjoncture, en tout cas le contexte était assez différent en 2012. Et il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé depuis. Ce mandat est plus étroit, significativement, que celui des autres institutions budgétaires indépendantes, et c'est au détriment du débat public, c'est aussi au détriment, je le crois, de l'information du Parlement et de sa capacité à peser dans ces débats. En particulier, l'élargissement de la compétence du Haut Conseil à l'appréciation du réalisme des prévisions de recettes et de dépenses, mais aussi à l'examen de la soutenabilité de la dette publique, me semble absolument nécessaire à la rénovation de notre cadre de gouvernance des finances publiques. Et j'ajouterai 3 ajustements complémentaires. Le premier qui concerne l'appréciation de la trajectoire des finances publiques. Pour que le Haut Conseil, comme le prévoit la PPLO, puisse apprécier le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses, il m'apparaîtrait nécessaire qu'il puisse également examiner les mesures nouvelles les plus significatives portées par les textes financiers. Par exemple, on pourrait envisager un seuil financier fixé par la loi organique pour que cette contre-expertise soit réservée aux seules mesures qui ont une forte incidence sur la trajectoire des finances publiques. Le deuxième ajustement concerne le suivi en continu, en quelque sorte, de l'exécution de la trajectoire des finances publiques. J'y reviens, mais je vous en ai déjà parlé. Celui-ci pourrait être rendu plus opérationnel par une procédure en quelque sorte d'identification des risques d'écart. Le Conseil pourrait effectivement suivre au cours de l'année la réalisation de la trajectoire, formuler un avis en cas de risque d'écart. Il s'agirait en quelque sorte d'établir un mécanisme de préalerte complémentaire du mécanisme actuel de correction qui n'a pas pleinement fait la preuve de son efficacité. Enfin, et là je crois que c'est en tout cas très consensuel, le troisième ajustement concerne la simplification et la clarification du mandat du Haut Conseil. Il y a tout de même quelques dispositions qui pourraient être ponctuellement ajustées. Je pense notamment aux dispositions relatives au délai de saisine qui ne sont pas pleinement satisfaisantes. Le présent avis l'illustre à nouveau, puisque le Conseil a disposé pour examiner le PLFR de 5 jours, réduit finalement à moins de 3 à l'issue de la saisine rectificative effectuée par le gouvernement. Alors, il se trouve que cette saisine modifiait peu de choses, et donc en réalité les 5 et les 3 se sont confondus, mais ça aurait pu être tout à fait différent. C'est une situation, vous le comprenez comme parlementaire, qui n'est évidemment pas conforme à ce que doit être le fonctionnement d'une institution budgétaire indépendante, jouant la plénitude de son rôle. Chacun, je crois, en est conscient, y compris au ministère des Finances, et je crois qu'il est donc temps d'y remédier. C'est à vous d'apprécier la suite que vous souhaiterez donner à cette PPLO, mais je suis, moi, très, très attaché à la modernisation du cadre de gouvernance organique des finances publiques, à un travail harmonieux avec le Parlement, avec votre commission, et je crois que ces réformes y contribueront. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me tiens à vos dispositions pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Je vous indique simplement qu'en ce qui concerne la Commission des finances du Sénat, nous partageons au moins un point, c'est d'avoir les délais nécessaires pour travailler les dossiers. Cela est vrai du PLFR que nous examinons aujourd'hui, c'est vrai aussi de la PPLO, dont nous ne savons pas aujourd'hui quand est-ce qu'elle sera présentée réellement à l'Assemblée. Ça devait être certes d'abord l'année dernière. Bon, là, on comprend bien que les choses ont été impossibles ou difficiles. Ça devait être en début d'année. Ça sera peut-être en juillet, ce qui nous renverrait nous-mêmes à quelque chose qui arriverait au cours d'ailleurs de la loi de finances 2022. Donc, vous voyez,
sont des questions que nous pouvons partager sur les délais pour travailler dans de bonnes conditions sur ces dossiers-là. Merci en tout cas, Monsieur le Président, de cette présentation. Je donne tout de suite la parole au rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Premier Président. Et je veux m'associer au point de vue que vient d'exprimer à la fois à titre de président, mais parce qu'on suit la démarche ou la proposition, la PPLO. Non seulement je souscris au mot près à ce que vient de dire Claude Raynal, mais je vais vous dire, je ne suis pas sûr, alors que le pays est quand même assez tourneboulé par la valse des milliards, la crise sanitaire, qu'on soit dans un état d'esprit qui nous permette, alors qu'on est encore en pleine période de crise, d'avoir le bon tempo pour analyser et finalement décider au regard du temps passé, mais surtout de celui qu'on vit en même temps, de la bonne mesure et de la bonne organisation, parce que j'entends les éléments de cadrage, vous les avez évoqués. À un moment donné, on a presque l'impression que pratiquement on ne pourra plus bouger. Donc moi, je nous invite collectivement à prendre du temps de réflexion. Et vous l'avez d'ailleurs dit, souvent les décisions prises dans la précipitation ne sont pas les décisions qui sont, comment dirais-je, assises sur la plus grande réflexion. Donc vous l'avez compris, nous sommes ouverts depuis toujours, d'ailleurs à la Commission des finances, mais il faut le faire sans précipitation, avec méthode et surtout en regardant ce qui aura pu se passer. Je veux peut-être tout de suite, je vais faire rapidement 3 questions. Une première, vous avez évoqué concernant la croissance un scénario que vous avez qualifié plutôt de réaliste et en même temps qualifié dans votre rapport en hésitation de prudent. Je dirais effectivement qu'il est à la fois prudent mais qu'il est aussi crédible. Simplement, quand on regarde la prévision à 5% et qu'on voit l'OCDE qui est à 5,8%, vous conviendrez que c'est un écart qui est significatif, hein, c'est quand même en valeur absolue près de 20% d'écart. Ça peut avoir des conséquences quand on a eu des niveaux de croissance qui sont beaucoup plus faibles. Quels éléments, selon vous, vous pourriez avoir identifié pour expliquer cette prévision sensiblement plus forte faite par l'OCDE? Une deuxième question qui avait été abordée dans les doutes sur globalement l'état des finances et de l'économie, c'est le fait que depuis janvier 2021, les obligations à 10 ans, le taux remonte assez sensiblement, à défaut d'avoir d'ores et déjà, selon vous, une explication. Quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'endettement à moyen terme de notre pays? Et puis peut-être enfin, je partage évidemment, mais ça n'est, je ne crois pas une surprise, l'attention que vous portez à la réduction du déficit public et, vous l'avez évoqué, à la trajectoire des finances publiques qui doit être soutenable. Ça impose non seulement qu'on réfléchisse, mais qu'on fasse en sorte d'anticiper sur à la fois la méthode et la stratégie de cette maîtrise de la dépense publique. Une fois le gros de la crise derrière nous, ce que nous souhaitons être le cas aujourd'hui, ceci étant, jusqu'à présent, le gouvernement reste complètement muet. Je sais qu'on n'est pas tout à fait dans la même séquence, mais il faut anticiper, selon moi. Et je le disais, avec finalement cette valse des milliards qui continue d'être égrenée par un certain nombre de déclarations ministérielles aujourd'hui sur des dépenses d'avenir pérennes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on ait du mal à retrouver au moins le niveau d'avant-crise ? Oui, en termes de déficit public. Monsieur le Président, vous voulez bien répondre peut-être dans un premier temps au rapporteur général. Je me permettrai peut-être moi-même de
poser une seule petite question sur l'inflation et donc sur la prévision d'inflation qui est présentée. Alors vous avez dit quelques mots, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les facteurs qui, selon vous, poussent aujourd'hui à une remontée de l'inflation et nous indiquer, alors c'est toujours compliqué quand il s'agit d'inflation, mais selon vous, est-ce qu'elle présente, selon vous, un caractère durable? Qu'est-ce qui pourrait amener à avoir un caractère durable à une inflation plus élevée? Et puis peut-être nous dire comment vous voyez du coup la modification, si tel était le cas, entre finalement ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire un effet sur la hausse des recettes publiques d'un côté, mais également en parallèle, et malheureusement, un effet éventuel sur les taux d'intérêt, sur la charge de la dette. Comment vous diriez les choses aujourd'hui? Parce que c'est quand même un sujet sur lequel on lit des choses très disparates, on va dire, notamment sur l'impact de la politique américaine, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus? Le Haut Conseil estime que la prévision de croissance du gouvernement pour 2021 à 5% est réaliste. Et vous faites la comparaison avec celle de l'OCDE qui est plutôt à 5,8. Comment expliquer ce delta? D'abord, le contexte d'incertitude qui s'est installé depuis le début de la pandémie invite à prendre quand même un peu de recul par rapport aux chiffres macroéconomiques, à ne pas attribuer, évidemment 20%, c'est spectaculaire, mais enfin il faut aussi regarder quand même les chiffres absolus, une signification excessive aux chiffres après la virgule des prévisions de différentes institutions. Je ne dirais pas que nous n'en sommes plus là. La prévision du gouvernement est plus basse que celle de l'organisation internationale, plus basse que celle du consensus forecast. Elle a été considérée réaliste par les membres du Conseil, essentiellement parce qu'elle tient compte de la révision à la baisse de la croissance du PIB pour le premier trimestre qui est intervenu vendredi 28 mai dernier en plein examen par le Haut Conseil des prévisions. La révision des comptes nationaux réduit la croissance du PIB de 0,5 points, de plus 0,4 à moins 0,1. L'acquis de croissance pour 2021 à l'issue du premier trimestre de 0,6 points, de 4,1 à 3,5. Et cet effet explique en partie l'écart entre la prévision du gouvernement qui tient compte de la révision et celle des autres institutions qui ne l'intègrent pas encore. Donc en bonne logique, ce sont les autres institutions qui devraient revoir leurs estimations légèrement à la baisse. Mais pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire la très grande incertitude dans laquelle nous vivons, la volatilité, l'élasticité, la réactivité de l'économie, on peut aussi attendre de bonnes surprises. C'est pourquoi, encore une fois, le chiffre de 5%, nous le considérons comme réaliste, mais nous pensons in petto qu'en réalité, il est encore un tout petit peu prudent et qu'il y a de la marge, et donc que ça pourrait se trouver entre les deux. Mais encore une fois, c'est... Bon. Sur les taux d'intérêt, d'abord les faits. Les taux d'intérêt auxquels la France emprunte ont augmenté en 2021. C'est un fait. Les obligations françaises à 10 ans sont désormais à plus 0,17%, alors qu'elles étaient à moins 0,38% en décembre 2020. C'est une hausse qui n'est pas propre d'ailleurs à la France, qui est commune aux États européens et aux États-Unis. La hausse des taux est le reflet d'anticipation positive dans le cadre du redémarrage encore progressif des économies. Les investisseurs anticipent à la fois un peu plus de croissance et un peu plus d'inflation du fait de la levée progressive des restrictions d'activité et de mouvement grâce à la montée en puissance des campagnes de vaccination, grâce à la montée en puissance des plans de relance américains et européens, et puis les tensions et perturbations qui demeurent sur les matières premières, les chaînes de production mondiales. Vous m'interrogez sur les causes possibles de l'inflation, Monsieur le Président. Prix énergétique, prix des matières premières, réouverture des services et des commerces, goulet d'étranglement temporaire dans les chaînes de production, avec des effets qu'on connaît, c'est-à-dire il pourrait y avoir une hausse persistante au cours d'année qui serait favorable sur le sol public, parce que jouerait sur les recettes, mais qui pourrait aussi avoir un effet négatif sur les taux d'intérêt. Donc c'est évidemment quelque chose qui est à surveiller de très près. Un de mes prédécesseurs à la Commission européenne, qui ensuite est devenu Premier ministre en France, Raymond Barre, était considéré comme le meilleur économiste de France. Je n'aurais pas du tout cette prétention. J'essaie de lire un petit peu de littérature économique sur l'inflation, et je vois que vraiment personne n'en sait trop rien. Ce qui apparaît quand même, de manière générale, c'est que les banques centrales sont confrontées à une très grande question,
qu'elle traite de manière différente selon qu'il s'agit de la Banque du Japon, de la Fed, de la Banque Centrale Européenne, à savoir que quand même l'inflation semble de retour aux États-Unis. Pour des raisons qui sont assez différentes de celles qui existent chez nous, avec d'ailleurs des plans de relance qui sont différemment dimensionnés. Certains en sont tombés amoureux, d'autres estiment au contraire qu'ils sont un peu trop élevés, donc qui pourraient entraîner un risque de surchauffe. C'est notamment le point de vue aussi de Mme Yellen, qui dit du coup qu'il pourrait y avoir une réaction de la Fed avec une hausse des taux d'intérêt. Mais ça ne crée pas de contagion mécanique. Et en Europe, ce qu'on observe, c'est plutôt une reprise extrêmement limitée de l'inflation, qui ne semble pas de nature à ce stade à changer la guidance de la politique monétaire. Mais je ne m'engage pas davantage sur ce terrain, car la prudence est tout à fait de rigueur. J'en reviens au taux d'intérêt. Cette hausse des taux reste limitée. Les taux d'intérêt restent bas, même s'ils ne sont plus en territoire négatif. Et certains pensent même que le rythme d'augmentation des taux qu'on connaît aujourd'hui serait passager. Néanmoins, c'est un enjeu crucial pour la soutenabilité de nos finances publiques. Et je pense qu'il faut prendre cette remontée extrêmement légère à ce stade et indolore comme quand même une piqûre de rappel. C'est-à-dire que penser qu'on peut faire n'importe quoi en matière de finances publiques parce que les taux d'intérêt pour l'éternité sont bas est imprudent. Et j'en viens au deuxième point que je voulais évoquer là-dessus, c'est-à-dire que si la remontée des taux observée au cours des dernières semaines se poursuivait, ou si elle s'accélérait, elle pourrait avoir des conséquences notables sur la prévision d'évolution de la charge d'intérêt. Et c'est un des éléments clés auxquels pense le Conseil quand il appelle à la plus grande vigilance sur la soutenabilité de la trajectoire de finances publiques à moyen terme. Comme vous l'avez noté, la charge de la dette s'est réduite avec la baisse des taux. Mais la forte croissance de la dette publique la rend plus sensible à une hausse des taux d'intérêt. Donc c'est un point de vulnérabilité incontestable pour nous. L'agence France Trésor elle-même estime ainsi qu'une hausse d'1 point du taux d'intérêt renchérirait la charge d'intérêt à la dette de 2,5 milliards d'euros la première année et de 28,9 milliards d'euros à l'horizon de 10 ans, ce qui est une estimation plus forte que celle qui était réalisée avant la crise sanitaire. Donc, point de vigilance absolument incontestable là-dessus, même si ce n'est pas encore un point d'alerte, et j'espère que ça ne le deviendra pas. Sur le déficit public, je ne vais pas m'engager beaucoup sur cette question à ce stade. J'y reviendrai dans le cadre du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, dont c'est le rôle, et dans le cadre de l'audit au Premier ministre également. Je dirais simplement, en réponse à la question du rapporteur général, que oui, bien sûr, il a raison. Revenir au déficit d'avant-crise. Je rappelle qu'à l'époque, la France était sortie de procédure de déficit excessif. Elle n'avait pas été la première. J'en sais quelque chose pour avoir traité ce sujet de l'autre côté de la frontière belge, mais au nom de l'Union européenne, pas au nom de la Belgique. Et ce n'était pas la sortie la plus spectaculaire, puisqu'on était encore autour de 3%. Il n'empêche que pour revenir à ce type de déficit, au niveau d'avant-crise, il faudra, je dirais en toute hypothèse, du temps. Et même pas mal de temps. Donc toute la question, c'est combien de temps et quels sont les choix qui seront faits pour infléchir la courbe de la dette et la courbe des déficits. J'aurai l'occasion de vous présenter là-dessus des scénarios un peu plus élaborés. Ce n'était pas le rôle de l'avis du Haut Conseil des finances publiques, mais bon, évidemment, monsieur le rapporteur général, vous avez raison. Nous ne sommes pas prêts d'y revenir. Il faudra plusieurs années, et ce n'est même pas une donnée en soi. Donc c'est une question de choix et de débat public et politique. Merci, Monsieur le Président. Nous allons poursuivre avec les questions de nos collègues. Donc, Marc Laménie, puis Roger Carucci. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du Haut Conseil des finances publiques. Moi, ma question, elle sera simple. Concernant, je dirais, ce projet de loi de finances rectificative, ça serait aussi, dans le cadre du plan de relance, un petit peu votre position ou analyse concernant le lien entre l'État et les collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales, bon, l'État reste le premier partenaire financier des collectivités territoriales, et ce sont des acteurs importants en termes de relance pour soutenir le secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc en termes de finances publiques, quel est un petit peu
l'impact qui touche aussi, qui affecte directement ou indirectement les collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci Marc. Roger Carucci. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, moi je ferai une observation et puis une question. Une observation, chacun va reconnaître mon optimisme légendaire. J'ai l'impression qu'au printemps dernier, je disais à Bruno Le Maire, mais vos prévisions sont sympathiques, mais nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire. La réponse de Bruno Le Maire avait été de me dire, mais on n'est pas sûr du tout qu'il y ait une deuxième vague. Depuis, comment dire, on a eu quelques soucis. Et le rapporteur de la mission d'information Covid que je suis pour le Sénat est d'autant plus inquiet que les dernières auditions faites ne sont pas très rassurantes en vrai. Certes, nous vaccinons, mais on voit bien que l'Australie reconfine, que l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est ne sont pas en état et que dans le sud-ouest de la France, l'épidémie repart. Donc est-ce que, ça c'est l'observation, est-ce que la volonté du gouvernement de faire comme si la crise sanitaire était derrière nous et d'avoir des espèces de prospectives comme si, bon, allez, maintenant on se remet au travail, on va certes devoir encore aider, subventionner, mais nous n'avons plus le choc sanitaire en lui-même. Est-ce que tout ça n'est pas quand même désespérément optimiste à un point tel que ça ne soit pas réaliste ? Ma question, elle est un peu différente, même si elle est liée. Ces dernières années, alors surtout ces derniers 18 mois, mais en réalité depuis plus longtemps que ça, le quoi qu'il en coûte est devenu, comment dire, une espèce d'idée d'un gouvernement qui veut rassurer sa population, qui veut le calme social, mais qui en réalité nous met dans des situations épouvantables. Autant prendre en charge les besoins sociaux est une nécessité absolue, autant dire publiquement que quoi qu'il en coûte, on va dépenser et on va prendre en charge, c'est financièrement une folie. On voit bien que les États voisins ne l'ont pas fait. Eux, ils n'ont pas eu plus de morts ou plus de gens hospitalisés que nous. Et deuxième élément, est-ce que, Monsieur le Premier Président, quand vous dites oui, pour réduire le déficit, il faudra plusieurs années, comment est-ce qu'une population va réagir quand, après avoir eu tous les droits, toutes les possibilités, l'argent facile, l'argent distribué, vous allez lui dire « Oh là là, ça n'est plus possible, il faut réduire les déficits, il va falloir faire des efforts ». Est-ce que c'est compréhensible dans l'opinion publique si on a installé l'idée de quoi qu'il en coûte, l'État est là? Et je conclus là-dessus, Monsieur le Président, Dussopt était venu nous dire on arrête le quoi qu'il en coûte. Il s'est fait taper sur les doigts et le résultat des courses, c'est que depuis 5 mois, on est revenu à bon, on y va. Mais même le ministre du Budget était bien conscient, il y a 6 mois, que c'était impossible à tenir. Il l'a dit, Roger Carucci, il est connu dans cette commission pour amener une image, comment dire, optimiste de la situation. Alors, il dira lui-même plus crédible. Bon. Alors, Michel Canvet, puis nous aurons quelques collègues en ligne. Merci, Monsieur le Président. Mais je partage totalement les inquiétudes de Roger Carucci là-dessus, parce que quelles seront les appréhensions de la population et des corps intermédiaires après avoir effectivement eu des réponses fortes à des demandes légitimes quand il va falloir que la rigueur s'instaure. Alors, Monsieur le Premier Président, effectivement, on analyse les perspectives budgétaires selon un certain nombre de données d'évolution du PIB, etc. Moi, j'ai quelques questions. D'abord, est-ce que le Haut Conseil a pu évaluer un peu l'impact d'un certain nombre de politiques menées sur la croissance future? Est-ce que, je veux dire par là, est-ce que l'essentiel des dépenses, selon le Haut Conseil, sont vraiment destinées à permettre une véritable croissance dans notre pays? Seconde question, on peut s'interroger sur, nous, en tant que législateurs, sur la réalité des données qui nous sont communiquées, puisque au PLFR 4
il n'y a pas si longtemps, nous annonçait un déficit du budget de l'État de 223 milliards d'euros. Et puis, le projet de loi de règlement nous donne un projet de déficit à 178,1 milliards d'euros, c'est-à-dire un écart quand même tout à fait significatif qui nous fait nous poser la question de la sincérité des propositions qui nous sont formulées dans ces projets budgétaires. Qu'en pensez-vous, qu'en pense le Haut Conseil des finances publiques, pardon. Et puis, troisième et dernière question, c'est qu'on voit là le budget de l'État, mais il y a aussi une composante forte des déficits publics qui est celui des administrations de la sécurité sociale, dont le déficit était prévu à un peu moins de 50 milliards. Avez-vous, à ce stade de l'année, des informations sur les perspectives que pourrait avoir le déficit du budget de la sécurité sociale pour 2021? On voit bien, Monsieur le Président et Monsieur le Premier Président, que les questions de nos collègues, évidemment, toujours empiètent aussi bien sur le travail du Premier Président que sur celui du Président du Haut Conseil. Mais vous nous ferez sans doute une réponse aujourd'hui et une réponse plus complète dans quelques jours maintenant. Ce que j'espère, en tout cas, nous espérons. Bien, merci. Nous avons en ligne Philippe Dallier, puis Christian Billac. Bonjour Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Très bien, merci. Écoutez, dans le genre pessimiste, on va continuer un peu. Je dois vous faire part de mon sentiment d'être un peu comme en apesanteur depuis un certain nombre de mois, et avec effectivement le sentiment partagé par beaucoup de Français que la crise est là, mais au nom du quoi qu'il en coûte, on peut répondre à toutes les demandes et à toutes les attentes. Et on voit bien que la campagne présidentielle se dessinant à l'automne prochain, on se demande d'ailleurs si les candidats futurs auront le courage de dire un certain nombre de choses plus ou moins difficiles. Mais tout ceci étant dit, est-ce que l'info du jour, ça n'est pas tout simplement la tribune de Wolfgang Schäuble dans le Financial Times, qui semble marquer de l'autre côté du Rhin une certaine impatience, et notamment vis-à-vis de la France, parce que je pense que c'est ainsi qu'il faut le lire. Et donc, comme je ne vois pas se dessiner le moment où nous allons expliquer aux Français comment nous allons dresser la situation, et à mon avis à un rythme qui va probablement devoir être plus important que ce qu'on avait pu imaginer, notamment si les taux d'intérêt remontaient. Donc je voulais savoir si le Premier Président pouvait nous donner un avis sur cette tribune de M. Schäuble. Merci Philippe. Christian Billac. Christian? Nous n'entendons rien. Non, il faut ouvrir. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Voilà, le micro est ouvert. Merci, Christian. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, je voulais poser la question sur la situation des collectivités territoriales, mais notre collègue Marc Laménie l'a posée. Alors moi, je crois qu'il faut d'abord avoir, Roger Karoutchi l'a un peu rappelé, de la prudence et de la modestie dans la situation actuelle, puisque à l'automne dernier, on nous présentait diverses prévisions qui étaient basées sur une disparition de la pandémie, et on sait ce qu'il est advenu. Donc je crois qu'il serait sage de ne pas penser que d'ores et déjà la pandémie est derrière nous et qu'on va retrouver une situation sanitaire normale. Ça se peut, mais ce n'est pas certain. Alors, je crois que dans cette situation, et si on pense être sorti d'affaire avec la vaccination, mais il y a de quoi être très prudent, je le répète, eh bien, je crois qu'il y a eu des mesures d'urgence. Alors, c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, il faudra le payer, et il faudra avoir le courage de le dire à nos concitoyens, mais je crois que c'est quand même, il y avait des mesures de soutien, des mesures d'urgence qu'il fallait prendre. Mais après ces mesures d'urgence, après le traitement, je dirais, il faudra passer à la convalescence et à la rééducation. Et la question, c'est, dans cette
situation difficile sur le plan financier, sur les équilibres financiers, eh bien, il va falloir faire des choix. Et ma question, c'est quelles sont les actions qui, selon vous, Monsieur le Premier Président, doivent être prioritaires sur le plan budgétaire dans les prochaines lois des finances. Merci Christian. Je pense que nous continuons dans ce débat plutôt vers le Premier Président. Donc je vais m'adresser au Président et s'il veut bien nous apporter quelques éléments d'appréciation. Mais le président de la Commission des finances est naturellement un sage qui voit bien les problèmes. Et c'est pourquoi je me permets de redire qu'il est nécessaire d'élargir le mandat du Haut Conseil des finances publiques. Parce qu'on ne peut pas jouer avec les casquettes. Les questions que vous posez sont des questions qui, en réalité, ne sont pas toutes du mandat du Haut Conseil. Et théoriquement, dans un univers bien conçu, une institution budgétaire indépendante devrait pouvoir vous délivrer des avis économiques un peu plus éclairés. Et donc je vais jongler entre les deux casquettes, mais très honnêtement, le fait même de ces questions plaide pour avoir un élargissement raisonnable du mandat du Haut Conseil des finances publiques, pour que nous ayons tout simplement un débat plus éclairé, et pour pouvoir ensuite le tourner vers celui auquel les uns et les autres, comme institution, nous avons à rendre des comptes, c'est-à-dire le citoyen. Bon, je ferme cette parenthèse et je vais essayer de vous répondre en mélangeant un peu les choses. Toutefois, sur les collectivités locales comme sur la dette sociale, évidemment, là, pour le coup, ce sont plus des questions qui s'adressent à la Cour des comptes et j'aurai l'occasion d'y revenir dans la présentation de plusieurs rapports. À nouveau, le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, le rapport d'audit au Premier ministre, mais aussi le rapport de la formation qui traite des finances publiques locales. Disons toutefois, et bien sûr à la rentrée, le rapport sur les lois de financement de la sécurité sociale, donc, puisque la Cour est compétente pour apprécier les 3 ordres de compte. Dans le contexte de crise, les collectifs budgétaires de printemps et de juin 2020 ont décidé des mesures de soutien aux collectivités locales. Il s'agissait de lisser l'impact de la crise sur les recettes de certaines collectivités. Le plan de relance n'apporte pas de modification substantielle à ces mesures. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la territorialisation du plan de relance qui passe par un pilotage régional et local de France Relance qui associe l'État territorial et les collectivités locales. Les contrats de plan État-région, notamment, ont été adaptés à ce contexte de relance. Mais encore une fois, j'aurai l'occasion de vous présenter un panorama plus solide, à la fois sur les finances sociales et sur les finances locales à d'autres moments. J'ai apprécié, en effet, l'optimisme, non pas du Sénat, mais de certains de ses membres, qui est, alors pour le coup, une prudence. Parce que, et le Haut Conseil le souligne, monsieur le sénateur Carucci, le déficit, je cite, pourrait être creusé par une éventuelle dégradation de la situation sanitaire. Nous ne pouvons pas faire comme si la crise ou la pandémie était derrière nous. Elle ne l'est pas. Il est en même temps du rôle de l'exécutif, d'une part de prendre les mesures sanitaires nécessaires et d'autre part de soutenir la relance d'activité économique dans un contexte où, disons, le scénario central est tout de même que nous allons vers de meilleurs jours, même si, comme vous le soulignez, il faut être extrêmement vigilant sur les indicateurs nationaux, internationaux, locaux, sur la progression des variants. Mais on voit bien où sont les aléas. Et dans cette affaire, depuis maintenant 1 an et demi, on voit bien que la situation sanitaire, la situation économique, la situation de finances publiques sont en réalité étroitement corrélées et que le déterminant de base, c'est bien sûr la situation sanitaire et cela le restera tant que nous ne sommes pas, pour le coup, totalement derrière cette crise. Sur le quoi qu'il en coûte, le jugement que nous pouvons porter est nuancé parce que, incontestablement, chacun a pu constater, et appelé d'ailleurs, au rôle de l'État et l'importance du rôle de l'État pour stabiliser la macroéconomie, pour préserver la croissance. Et je pense qu'il ne se trouvera personne pour dire qu'il ne fallait pas prendre les mesures importantes qui ont été prises pour permettre le soutien à ceux qui étaient privés d'activité, pour soutenir les entreprises, pour préserver la cohésion sociale.
Et là, je me distingue un petit peu de vous, monsieur le sénateur, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans les rapports que je présenterai plus tard. Notre sentiment, c'est qu'en gros, les différents pays européens ont fait à peu près la même chose. Et que c'est un mouvement coordonné au niveau de l'Union européenne, avec le soutien de la Banque centrale européenne, qui a été la réponse à la crise. Ça ne signifie pas que notre situation soit, elle, meilleure en termes de finances publiques que celle de nos voisins. Ça n'est pas le cas. Elle est à bien des égards plus dégradée. Mais en termes de réponse, disons que c'est assez comparable. Mais bien sûr, on a besoin d'un débat maintenant sur la soutenabilité de la dette en sortie de crise et sur la sortie du quoi qu'il en coûte. Parce que je ne veux pas du tout intervenir dans ce débat politique, ce n'est plus mon métier. Et je suis tenu à un devoir d'impartialité et d'indépendance auquel je me tiendrai tant que je serai dans la fonction qui est la mienne pour quelques longues années, et que j'espère de belles années. Il est tout à fait fondamental que nous soyons à même de sortir du quoi qu'il en coûte. Et c'est ce qui se fait tout de même. Les mesures d'urgence sont petit à petit débranchées. Alors, à vous d'apprécier si c'est trop vite, pas assez vite pour certaines, pour d'autres. Mais les mesures d'urgence ne vont pas durer pour l'éternité. Et on passera à une situation d'après. Et c'est là où je vous rejoins, pour le dire différemment. Nous avons un besoin de pédagogie absolument fondamentale. On ne peut pas laisser croire ni que les mesures vont se prolonger pour l'éternité, ça n'est déjà pas le cas. Ni que la dépense publique peut croître infiniment. Ça n'est pas possible. Ni que la dette publique en soi n'est pas un problème. Ni que les taux d'intérêt sont pour l'éternité une garantie. Parce qu'on a observé un moment absolument magique où on s'endettait et la charge baissait. Mais le jour où les taux d'intérêt remontent, c'est l'inverse qui se produit. Pour le coup, l'importance du stock de dette devient tout à fait déterminante. C'est pourquoi, de manière têtue, alors, et la Cour des comptes et le Haut Conseil des finances publiques, devant vous, en particulier, développeront cette idée qu'il faut absolument assurer la soutenabilité de la dette à moyen terme. Après, il y a des chemins politiques pour le faire, c'est pas notre rôle, mais c'est absolument, je crois, vital et indispensable. J'ai été interrogé sur la classification des dépenses entre l'urgence et la relance. C'est devenu extrêmement compliqué, avouons-le. C'est même de plus en plus flou au fil des mois, avec deux raisons. D'abord qu'il y a des dispositifs qui sont à la frontière du soutien et de la relance. Je prends le cadre de l'activité partielle. Et ensuite parce que la comptabilisation des mesures diffère selon la comptabilité qu'on retient, qu'il s'agisse de la comptabilité nationale ou la comptabilité budgétaire, même si nous nous efforçons dans notre avis de réconcilier ces deux points. Je reviens quand même au message central. Il faut absolument faire de la pédagogie ou commencer à faire de la pédagogie sur ce qui se déroulera dans l'après-crise et sur l'état de nos finances publiques et sur la soutenabilité. C'est le rôle de la Cour des comptes à vos côtés. Et ça, nous l'assumerons, non pas avec alarmisme, mais simplement en prenant en compte les différents paramètres. Et le sénateur Briac m'interrogeait sur les pistes. Vous savez, au fond, elles sont toujours de trois natures. Il y aura une action indispensable sur la croissance. Toute stratégie de finances publiques à moyen terme repose sur une stratégie de croissance. Et nous voyons bien qu'il faut rétablir la croissance potentielle dans notre pays et la croissance effective. Nous voyons bien qu'il y a des investissements à faire. Nous voyons bien qu'il faut mettre l'accent sur la qualité de la dépense publique pour privilégier l'investissement. On pense notamment à la transition écologique, on pense à la transition numérique également. Mais, je vous le dis aussi comme je le pense, la croissance n'y suffira pas seule. Et s'imaginer qu'on peut se soustraire à toute réflexion sur la dépense publique ne serait pas non plus quelque chose de réaliste ou d'honnête. Alors là, des revues de dépenses seront indispensables. Enfin, il y a un débat qui est un débat très politique sur lequel je ne m'engagerai pas, qui est le débat sur les prélèvements obligatoires. J'ai été dans une autre vie un ministre qui avait parlé de ras-le-bol fiscal. Ça m'a coûté peut-être cher politiquement dans cette vie-là, mais j'assume quand même. Je pense qu'il y a un moment où le consentement à l'impôt est touché par le niveau des impôts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas toucher à la structure de l'impôt ou au rapport entre les impôts ou compenser des prélèvements nouveaux par d'autres suppressions, je ne sais pas. Mais ça, c'est un sujet... Enfin bref, on voit bien quels sont les trois leviers. Je n'aurais pas dû parler en fait des recettes parce que c'est tout de suite un sujet qui fait frémir. Mais en tout cas, la croissance, les dépenses, ça me paraît d'une clarté
absolument éventuelle et évidente. Sur l'article de Wolfgang Schäuble, Wolfgang Schäuble est quelqu'un que je connais bien, puisqu'il a été mon homologue comme ministre des Finances. Nous n'avions pas forcément toujours les mêmes opinions, nous ne partions pas aux mêmes familles politiques, mais c'est un ami, quelqu'un pour qui j'ai une estime et une admiration absolument sans borne, pour son courage, pour son intelligence. Et j'ai lu son papier. Il y a plusieurs points qui me paraissent de bon sens quand il pointe le risque d'une expansion budgétaire et monétaire qui serait trop mécanique. Et là encore, je le redis, à un moment donné, il faut quand même retrouver un chemin de responsabilité. Simplement parce que, non pas que le chemin de la crise ait été irresponsable, mais on a fait ce qu'on devait face à la crise. Quand cette crise sera passée, il faudra revenir à une situation qui soit plus, normale. Il cite aussi un peu Keynes quand ça l'arrange. Il ne parle pas de l'excédent allemand, par exemple. Et ça, c'est un débat que nous avons eu pendant des années, y compris quand j'étais ensuite commissaire européen, parce que il y a les déséquilibres macroéconomiques qui sont les déficits budgétaires, mais aussi déficits de la balance des paiements. Il y a un autre déséquilibre macroéconomique symétrique, qui est l'importance des excédents, qu'ils soient budgétaires ou de balance courante, parce que ça contribue aussi à créer une surépargne. En tout cas, je pense que cette tribune a un grand mérite qui est de rappeler qu'il est nécessaire de mûrir le débat au niveau européen sur la gouvernance économique et budgétaire, et que nous reviendrons tôt ou tard à une approche de finances publiques qui prenne en compte la situation de celle-ci. Et pour la France, il faut la prendre en compte pour elle-même, mais aussi en comparaison avec les autres dans ce cadre européen. Enfin, sur la sincérité du budget de l'État, le Haut Conseil n'est pas compétent pour exprimer un jugement sur le réalisme des prévisions de dépenses de l'État. En tout cas, pas à ce stade, j'y reviens. En revanche, la Cour, dans son rapport sur l'exécution du budget de l'État, a souligné l'ampleur des reports de crédit de 2020 sur 2021. Elle a souligné que ces 30 milliards d'euros de crédits reportés ne sont pas, à son sens, conformes au principe budgétaire d'annualité, car les exercices annuels sont brouillés par les transferts d'enveloppe. Et là, vous voyez bien que, du coup, l'enveloppe supplémentaire est quelques 9 milliards d'euros. Elle est finalement assez limitée, mais il faut l'ajouter aux 28,8 à reporter. Ça pose comme une certaine question. Voilà les réponses que je souhaitais vous apporter, par avance, me réjouissant de pouvoir être plus spécifique, plus précis dans le cadre de la présentation des prochains rapports de la Cour. Encore une fois, vous disiez que c'est la 4e fois que je venais ici. Je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir dans les prochaines semaines, puisqu'entre le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, le rapport au Premier ministre, j'espère qu'ils seront à peu près délivrés en même temps. On aura l'occasion d'avoir pour le coup un débat assez approfondi. Ce sont deux rapports que je connais déjà, qui sont de grande qualité, de grande ambition, plus le rapport sur les finances publiques locales, le moment venu sur les finances sociales. On aura l'occasion, je pense, d'approfondir tous ces débats. Mais je voudrais quand même finir par quelques messages quand même extrêmement simples, qui sont qu'il faut prendre en compte la situation de nos finances publiques telles qu'elles sont. Il fallait répondre à la crise. Ça a été fait dans un cadre européen et comparable à ce qui a été fait ailleurs. Le résultat est tout de même que nos finances publiques sont dégradées, le Conseil le souligne. La question de la soutenabilité de la dette publique est une question absolument fondamentale, et pour y faire face, il faudra bien faire des choix à la fois en termes d'action publique et de finances publiques. Et nous serons là, à vos côtés, pour alimenter ce débat, pour l'éclairer, non pas pour nous substituer à qui que ce soit, mais pour jouer notre rôle pleinement. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, quelques questions, puis réponses que je souhaitais donner, parce qu'il reste effectivement, vous l'avez senti, quelques questions qui nécessiteront quelques réponses, mais vous venez de le redire, plus approfondies. Est-ce que vous avez une idée justement sur ces deux rapports et sur leur concomitance dans la présentation, où à ce stade il n'y a toujours pas de date de remise du rapport au Premier ministre, etc. Est-ce qu'on peut espérer ça fin juin, un peu plus tard? Comment voyez-vous les choses? Alors, le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques est un rapport qui est dû au Parlement avant la fin juin, et les délais seront tenus, largement tenus.
Pour ce qui est du rapport au Premier ministre, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'agenda des autorités de l'État. J'ai bon espoir que ce soit également bien avant la fin juin. Il serait d'ailleurs assez logique que ce rapport soit délivré à son destinataire avant l'autre. J'y travaille. Je suis plein d'espoir. Enfin, en toute hypothèse, le RSPFP sera prêt à temps. L'autre rapport est prêt aussi. Et donc, moi, je suis dans les starting blocks. Oui, tout ça pour dire que ça sera compliqué d'évoquer l'un sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des éléments je pense qu'il serait pertinent d'abord d'évoquer l'un avec l'autre et ensuite que les deux disent la même chose à peu près.